Dans l'océan tumultueux des ambitions où s'entrechoquent les âmes des conquérants, la grandeur se mesure souvent à l'éclat d'une couronne ou à la ferveur d'un rêve absolu. Depuis son introduction, le haki des rois nous est présenté comme l'apanage des indomptables, de ceux qui refusent de plier et marchent fièrement sous la lumière crue de leur propre destinée. Aujourd'hui, la dynamique du Monster Trio change à jamais, car Sanji est enfin confirmé comme un utilisateur du haki des rois, prenant enfin sa place légitime aux côtés des deux autres grosses têtes de l'équipage. Si Luffy et Zoro ont immédiatement crevé l'écran en tant que conquérants nés, le parcours de Sanji s'est révélé bien plus sinueux et complexe. Certes, ses partisans de la première heure crieront à l'évidence, et il faut humblement reconnaître que des indices clairs parsemaient le récit. Comme le souligne Gaban, Sanji n'est pas un utilisateur évident du haki des rois de la même manière que ses deux compères, parce que l'essence même de son personnage, ses valeurs fondamentales et ses combats intérieurs se situent sur un tout autre plan. Au fond, cette révélation tardive dépasse le simple cadre de la puissance brute. Elle touche au message profond de son écriture et à la façon dont il incarne une royauté inédite. Là où ses homologues sont guidés par une ambition purement fondamentale, la force de Sanji puise sa source dans l'abnégation, la protection et le triomphe de son humanité face à son propre héritage génétique. En fin de compte, l'ascension de Sanji au fluide royal ne fait pas de lui un conquérant de plus, elle redéfinit ce que signifie être un roi dans l'univers de One Piece. Mais cette réunion des trois couronnes au sein de l'équipage cache un enjeu bien plus vertigineux. En poussant ses formes de haki à son paroxysme, Luffy s'apprête à franchir une frontière spirituelle inédite pour se heurter au sommet absolu de ce monde, le haki divin. Car dans l'ombre du trône vacant, Imu manipule une force d'une toute autre nature. Un pouvoir qui, comme le haki, sommeille en toute chose. Pourquoi Oda a-t-il pris le soin de dissocier si radicalement Sanji des conquérants traditionnels? Comment la maîtrise absolue du haki se prépare-t-elle à briser le maki et la domination d'Imu? Préparez-vous à une immersion dans la face cachée du haki des rois, on analyse ça tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie. Si vous êtes passionné par One Piece et que vous aimez explorer les théories les plus audacieuses pour découvrir la vérité, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Activez la cloche pour recevoir les notifications et laissez un commentaire. Merci à ceux qui prendront le temps pour tout cela. Allez, bonne vidéo!おいゾロサンジあ、この城猛獣でもいんのかな。確かになんかいるな。 Depuis les premières pages de l'arc du Baratie, un indice évident crève les yeux. Sanji a toujours eu l'étoffe d'un utilisateur du haki des rois. Cette vérité n'a d'ailleurs aucun rapport avec son ambition profonde de trouver All Blue. Si Sanji montre bien les qualités d'un véritable roi tout au long de l'histoire, il le fait simplement dans des situations et des contextes totalement différents des conquérants traditionnels, et cela se reflète d'une certaine manière dans les propres observations de Gaban sur Sanji. Le cuisinier ne présente pas ouvertement les qualités d'un roi, car elles restent pour le moment profondément enfuies au fond de lui. Pour faire un contraste frappant avec Luffy et Zoro, il est clair à plusieurs reprises que les autres personnages les perçoivent instinctivement comme des rois bien avant que le concept de fluide royal ne soit correctement introduit. À maintes et maintes reprises, les témoins de leurs aventures manifestent leur conviction profonde que Luffy possède le potentiel unique de devenir le roi des pirates. Pour ce qui est de Zoro, il y a une intensité unique qui frappe immédiatement l'esprit. Tout au long de l'histoire, d'innombrables personnages le perçoivent d'emblée comme un leader évident. Beaucoup vont même jusqu'à s'étonner qu'il ne soit pas le capitaine des chapeaux de paille, régulièrement surpris de découvrir qu'il accepte en réalité d'être le subordonné de quelqu'un d'autre. Là aussi, à maintes reprises, Oda nous a fait comprendre de manière explicite que Zoro suit le moule traditionnel d'un conquérant plutôt que celui d'un exécutant classique. Le sabreur lui-même le confirme en indiquant clairement que la seule personne au monde devant laquelle il accepte de s'incliner reste Luffy. Dans n'importe quelle autre organisation, il est évident qu'il ne serait engagé qu'à la condition d'en être le patron absolu. Sa motivation profonde exige de se tenir au sommet de tous les épéistes, et il préférait mourir plutôt que de manquer sa place tout en haut. C'est précisément cette quête absolue qui nous prouve qu'il suit le chemin d'un véritable conquérant, confirmant l'impression de puissance qui émanait déjà de lui au premier regard. Pourtant, Sanji n'a jamais été caractérisé de cette manière tout au long de l'histoire. Il n'y a jamais eu de moment précis où les autres personnages ont parlé de lui comme s'il était évident qu'il devienne le chef. Bien sûr, chacun s'accorde à reconnaître sa force prodigieuse. Mais l'univers de One Piece regorge de guerriers puissants qui ne sont pas pour autant perçus comme des conquérants, car le haki des rois dépasse de loin la simple notion de puissance physique. Il s'agit en réalité de la nature même de l'esprit et de la volonté d'une personne, cette disposition innée à se tenir naturellement au-dessus des autres sans jamais accepter de s'incliner. Si aucun protagoniste n'a jamais évoqué Sanji sous cet angle, contrairement à Luffy et Zoro, c'est tout simplement car c'est précisément là tout l'intérêt du personnage.
Sanji possède ce même esprit de grandeur, mais il n'est pas flagrant au premier abord. Au-delà de son passé traumatisant et de l'image qu'il a de lui-même, la raison de cette nuance est claire. Les contextes dans lesquels son esprit de conquérant et sa force d'âme se manifestent sont fondamentalement différents de ceux de Luffy, de Zoro et de la plupart des utilisateurs de Food Royal en général. なんだこのガキ。おい、坊主。危ねえからそんなもん振り回すんじゃねえよ。うるせえ、お前らなんかに殺されてたまるか。たまるか。俺はいつかオルブルを見つけるんだ。 C'est sur le Baratie qu'éclate une fracture psychologique majeure entre le duo Luffy-Zoro et le personnage de Sanji. Alors que le capitaine et son second déploient une conviction absolue et transcendante pour leurs rêves, comme l'ont observé Zeff et Mihawk, Sanji semble à ce moment-là privé de cet élan viscéral. Le fait que Zoro choisisse la mort plutôt que de renoncer à son ambition contraste bien sûr avec la confusion de Sanji lorsqu'il se demande pourquoi Zoro ne rejette pas simplement cette ambition. C'est ici que naît une confusion tenace chez les lecteurs, qui affirment à tort que Sanji montrait la même volonté que Zoro durant son enfance. Certains soutiennent qu'il a agi exactement comme le sabreur face à Mihawk, pensant qu'il était tout aussi prêt à mourir pour son rêve. Pourtant, cette comparaison repose sur une mauvaise compréhension. Car là où Zoro ne reculera jamais devant son ambition, Sanji est capable d'étouffer son rêve pour certaines raisons. Mais dans cet arc, Oda nous prouve pourtant qu'il possède bien ce même élan et ses qualités de roi similaires à celles de Luffy et Zoro. Seulement, contrairement aux deux autres, ce n'est jamais dans le contexte de son ambition personnelle que Sanji manifeste cette force. Et éclaircir ce point crucial est indispensable pour lever cette confusion et saisir le sens profond de son personnage. Face à Mihawk, Zoro est confronté à un véritable ultimatum. Reculer et vivre en abandonnant son rêve, ou refuser de céder et mourir sur le champ. Bien que choisir la mort soit logiquement absurde puisqu'on ne peut plus réaliser son ambition une fois mort, Zoro fait ce choix car pour lui, la vie ne vaut littéralement pas la peine d'être vécue sans son rêve. C'est cet engagement extrême et irrationnel qui transcende la logique et définit tout son parcours dans la série. A l'inverse, la scène de Sanji enfant révèle d'un contexte totalement différent où son navire est attaqué par des pirates. Convaincu qu'ils vont tous se faire tuer de toute façon, Sanji se bat par courage et par instinct de conservation pour ne pas laisser cela se produire, ce qui est bien sûr admirable, mais similaire à ce que feraient d'innombrables autres personnages. En exprimant qu'il veut vivre pour trouver All Blue, il n'est jamais confronté à un choix entre sa vie et son rêve. Il établit simplement qu'il veut préserver sa vie pour pouvoir continuer à poursuivre son ambition. Dire qu'on ne veut pas mourir pour accomplir son rêve est une posture logique, tandis que préférer mourir plutôt que de ne pas être le plus grand épéiste révèle d'une folie pure. Ainsi, Sanji n'est pas défini par son ambition personnelle, mais il possède pourtant d'autres scènes emblématiques dans la série où il fait face à un ultimatum similaire et démontre la même conviction à sacrifier sa vie, mais pour des contextes non liés à son rêve. En fin de compte, vouloir que Sanji ait la même ambition que Zoro revient à passer à côté de sa spécificité. Sanji possède les qualités d'un roi tout comme Luffy et Zoro, mais sa conviction vient d'un endroit différent. À l'image de Barbe Blanche, qui n'avait pas le rêve grandiose de Roger mais qui faisait preuve d'une volonté transcendante dans ce qui comptait pour lui, Sanji démontre depuis le début qu'il a l'étoffe d'un roi, mais simplement dans un autre registre. Les traits de son fluide royal, de sa volonté, se manifestent de la manière la plus constante dans sa conviction surhumaine envers son code moral. La scène clé qu'il établit comme un futur utilisateur du Haki des rois n'est pas celle de son enfance, où il refuse de mourir, mais plutôt celle où il accepte de périr sans reculer d'un pouce pour protéger le rêve de Zeff. Ce moment précis est le véritable équivalent de l'affrontement de Zoro contre Mihawk. À cet instant, Sanji accepte d'abandonner son propre rêve d'All Blue, mais il refuse de sacrifier celui de son père, ce qui le rend fondamentalement différent des autres. Sanji possède le cœur le plus pur, un trait établi dès cet arc où il fait passer les besoins des autres avant les siens. Cette dette de longue date envers Zeff est ce qu'il préserve par-dessus tout, y compris sa propre vie, marquant son propre ultimatum. Face à Pearl, alors qu'il se fait brutalement fracasser, Sanji pourrait facilement riposter et vaincre son adversaire, mais il s'en interdit le droit sous peine de voir Zeff se faire tuer. Il prend alors le même genre de résolution que Zoro. Même si rester planté là à subir cette punition signifie être battu à bord, cela n'a aucune importance, car il préférerait mourir plutôt que de laisser son père ou le rêve de son père lui être enlevé. Ce que Zoro et Sanji montrent dans leurs scènes respectives au Baratie, c'est une conviction surhumaine envers un principe, et ce, même au prix de leur vie. Zoro ne reculerait pas d'un pas devant son rêve, car il y accorde plus de valeur qu'à sa propre existence. Tandis que Sanji ne reculerait pas d'un pas pour protéger le rêve de son père, car sa dette envers cet être cher a plus de valeur que sa propre vie.
Avoir la conviction de faire des choix aussi irrationnels mais nobles sans jamais reculer est le propre des volontés transcendantes. Ceux qui refusent de s'incliner sont des conquérants, mais la volonté de Sanji se manifeste simplement au profit des autres, une force que l'on continue de voir tout au long de l'histoire. この後に及んで助かろうとするんじゃない。行け。エル。神よ、言い残したことが一つあった。悪いな。タバコの火欲しかったとこだ。À peine un arc après le Baratie, l'auteur donne à Sanji un autre moment de détermination intense, mettant sa propre vie en jeu à la place de celle de Zoro. Ils se trouvent alors tous deux dans une situation désespérée face aux pirates d'Arlong. Quelqu'un doit absolument risquer sa vie pour essayer de sauver Luffy sous l'eau, directement sur le terrain de chasse de l'ennemi. Sanji n'apprécie pas Zoro et ne se soucie pas de lui à ce stade de l'histoire. Mais il sait que le sabreur est gravement blessé et que la bonne chose à faire est de se porter volontaire pour se sacrifier à sa place. De même, l'un des moments les plus emblématiques reste sa réplique légendaire « Merci pour le feu », où il surgit juste à temps pour sauver Usopp de l'attaque des nerfs. Cela a toujours été le mode opératoire récurrent de Sanji. Ironiquement, comme le dit Gaban, cela explique aussi pourquoi son fluide royal est resté enfui si longtemps. Après avoir grandi avec une estime de soi piétinée par son père et ses frères, Sanji ne montre naturellement pas le même élan vers ses propres objectifs, mais il sera toujours prêt à s'échanger à la place d'un autre, convaincu que c'est à lui d'endurer la douleur, une détermination royale qui trouve sa source profonde dans le sacrifice. Au-delà de ses sacrifices passés, il existe une seconde composante absolument fascinante chez Sanji. Sa détermination totale et inébranlable à faire respecter son code d'honneur. Quand il refuse de reculer sur le Baratie pour protéger Zeff, ce n'est pas seulement un élan de pure bonté dicté par le cœur, mais l'application rigide de ses principes les plus sacrés. Sanji place la dette immense qu'il a envers son mentor au-dessus de tout le reste. Guidé par cette certitude absolue d'agir de manière moralement juste, il choisit de faire face au danger sans jamais sourciller, convaincu du bien fondé de son sacrifice. Cette même boussole intérieure explique pourquoi il s'est plus tard échangé contre Zoro à Arlong Park, un acte de bravoure qui découle directement de sa chevalerie et de sa discipline personnelle. Cette rigueur morale prend une dimension encore plus extrême lorsqu'il s'agit des femmes. Bien que cela puisse prêter à sourire au premier abord, son refus catégorique de frapper Khalifa, même au péril de sa propre vie, prouve de manière flagrante qu'il possède l'étoffe et les traits d'un véritable conquérant. Ce refus viscéral de fléchir le moins du monde sur ses convictions intimes face à la mort est la marque des plus grands souverains. C'est simplement que chez Sanji, cette force de roi s'exprime dans un contexte totalement atypique, révélant la véritable grandeur de son code d'honneur. Et bien sûr, enfin, c'est de la manière la plus mémorable qui soit que se révèle l'ultimatum absolu auquel Sanji fait face durant sa transformation liée au Germa. Persuadé de devenir un homme sans honneur capable de renier ses principes et de frapper une femme, Sanji manifeste une conviction si extrême qu'il préfère mourir que de les abandonner. Tout comme la scène de Zoro face à Mihawk, cet ultimatum prouve que Sanji possède les qualités d'un roi, affrontant l'épreuve avec la même détermination. La seule nuance est que Zoro choisirait son rêve plutôt que sa vie, tandis que Sanji privilégie ses principes à son existence. C'est là toute la différence et la similitude entre ces deux personnages. Deux types de rois distincts mais porteurs d'une force de conviction identique qui fait d'eux des conquérants à part entière. En fin de compte, Sanji rappelle magistralement les qualités d'un conquérant s'exprimant de bien des façons, loin de se résumer à vouloir trôner au sommet du monde. Que cette volonté s'éveille pour la liberté, pour votre ambition, pour votre famille, vos amis, votre refus de fuir, ou simplement pour préserver votre code moral personnel, elle incarne précisément cette étincelle royale qui définit son parcours depuis le Baratie.
C'est ici qu'il nous faut prendre du recul pour comprendre la trajectoire globale du système de puissance d'Eiichiro Oda, car l'éveil du fluide royal de Sanji s'inscrit dans une mécanique bien plus vaste de l'œuvre. Depuis les débuts du manga, Oda fonctionne par cycles immuables de rareté, de banalisation, puis de rupture. Les fruits du démon semblaient invincibles jusqu'à l'introduction du haki, et le fluide royal lui-même, qui terrassait les figurants avant l'ellipse, est devenu monnaie courante dans le nouveau monde. Même sa force avancée introduite à Wano avec ses éclairs noirs dévastateurs s'est aujourd'hui normalisée pour le sommet de la piraterie, devenant l'apanage logique de Luffy, de Zoro et désormais de Sanji. Mais si tout le monde possède la couronne, alors plus personne n'est vraiment roi. Cette démocratisation apparente cache en réalité une vérité. Nous avons effleuré que les premiers paliers de cette énergie, et une ultime frontière sépare les conquérants du Nouveau Monde des véritables entités divines de cet univers. Pour comprendre ce qui nous attend, il ne faut plus simplement théoriser le haki des rois comme une jauge d'intensité isolée, mais plutôt comme la clé d'un éveil global et supérieur. Le premier palier est purement spirituel. C'est le fluide de base qui cherche à dominer l'esprit d'autrui et à briser sa volonté, un stade désormais obsolète face aux grands guerriers. Le deuxième palier, celui que maîtrise actuellement notre héros, est matériel. Le haki s'infuse pour amplifier considérablement les coups. Mais au-delà de ce second palier, il n'y a pas simplement un troisième stade classique du haki des rois. À la place, lorsque les trois types de haki sont poussés et maîtrisés simultanément à leur maximum absolu, ils ouvrent les portes d'un tout nouveau stade de transcendance spirituelle. Et c'est très certainement ce pouvoir suprême qu'Imu introduit dans le chapitre 1081 en révélant que son omen est sa puissance militaire et que c'est un pouvoir qui sommeille en toute chose. Si cette définition universelle rappelle volontairement celle du haki classique, Imu baptise cet état de maîtrise totale d'un nom bien spécifique, la domination. Conçu pour transcender la condition de mortel et imposer un ordre absolu, ce haki divin cache pourtant un piège terrible dans sa version théocratique. Les planches du chapitre 1081 nous révèlent que ce pouvoir tant convoité s'obtient par la déchéance, dictée par les intérêts et une soif obsessionnelle de puissance brute, s'articulant comme un véritable pacte d'esclavage qui engendre ce pouvoir divin que Imu appelle la domination. La prochaine étape cruciale pour l'évolution du haki de Luffy ne sera pas un énième raffinement de technique, mais bien l'ascension directe à cette sphère absolue qu'Imu nomme la domination, introduisant au passage une dualité linguistique et thématique fondamentale, le choc ultime entre le haki et le maki. Alors que le haki traditionnel exprime la liberté et la volonté pure de l'esprit, Imu déploie le maki, le kanji utilisé par Oda pour désigner cette aura démoniaque. Ce pouvoir est l'inverse total du haki. C'est un pacte d'esclavage où l'on accepte de sombrer dans la déchéance uniquement pour obtenir de la puissance brute. Sauf que là où le tyran de l'ombre y voit un outil de soumission de masse, le futur roi des pirates transformera cette convergence totale des trois fluides poussés à leur paroxysme en une force radicalement inverse. Un éveil que l'on appellera sans doute le haki divin ou le haki de la liberté. Pour l'instant, nous avançons évidemment en terrain inconnu et les contours exacts de cette force mystérieuse restent à définir. Car le peu d'apparitions d'Imu en combat ne nous donne pas encore assez d'éléments concrets pour distinguer clairement ce qui révèle des capacités uniques de son fruit du démon et ce qui découle spécifiquement de ce fameux pouvoir de la domination. Mais c'est précisément ce flou artistique qui rend l'avenir de l'œuvre si palpitant. En faisant s'entrechoquer ces deux facettes d'un même éveil spirituel ultime, la domination par l'esclavage d'un côté et la liberté par l'émancipation de l'autre, Oda s'apprête à transformer le climax de One Piece en un duel philosophique total, prouvant que la couronne ultime ne reviendra pas seulement à celui qui cherche à plier la réalité à sa volonté, mais à celui qui possède la force indomptable de la liberté.